Messieurs, dames, bonjour. Si je suis venue ici, c'est aussi pour rendre hommage à deux personnes. Régis Aubry, qui sont tous les deux absents mais pour des raisons différentes. Et Régis Aubry, qui a initié des choses extraordinaires depuis son arrivée il y a une vingtaine d'années au CHU de Besançon. C'est une chance, ça a été une chance pour le CHU de Besançon, puis ensuite pour les étudiants en médecine et en pharmacie, parce que je suis pharmacien, j'ai fait intervenir Régis Aubry très très tôt auprès des jeunes internes en pharmacie, il y a plus de 20 ans. Ça a été une chance pour la région Franche-Comté, et c'est une chance pour la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une chance pour la France, et c'est une chance pour l'Europe, et c'est une chance pour tous les patients. Comme tout le monde, j'étais confrontée à la maladie qu'on traite dans ces lieux, à la fois comme conjointe et comme malade. Et les questions éthiques se posent en permanence. Par exemple, pour moi, c'est poser la question d'arriver à laisser partir mon époux il y a une quinzaine d'années. Régis traite ça avec toujours, pour ceux qui le connaissent, une humanité, une tendresse pour l'être humain qui, en ces temps un petit peu de sauvagerie internationale, font vraiment beaucoup de bien. Mon premier hommage. Mon deuxième hommage, c'est à quelqu'un, un très jeune PUPH, que j'ai piqué au Centre de lutte contre le cancer, il y a plus de 7 ans. J'avais travaillé 3 ans en amont pour le faire venir. À l'époque, j'étais directeur adjoint et doyen de pharmacie, et j'ai pu le faire nommer professeur des universités praticiens hospitaliers. Il s'agit de quelqu'un qui nous a quittés le 20 mai. Il s'agit de Franck Bonnetin, qui, dans sa très courte vie, trop courte vie, et sa carrière, a œuvré avec une volonté, un investissement de tous les instants sur ce qui est essentiel également, qui est notre qualité de vie, et notre qualité de vie également quand on est malade et quand on est atteint de cancer. Et je voulais en profiter pour lui rendre hommage. Revenons au CHU de Besançon. Donc le CHU de Besançon, c'est un CHU qui est de taille moyenne. Je vous ai donné là quelques éléments. Il ne faut pas que j'oublie parce que si je clique sur mon... Alors... Ouais, je vais faire la roulette. Merci, tu as raison. C'est un établissement de taille moyenne qui a une particularité, c'est qu'il n'a pas de centre de lutte contre le cancer à proximité. Et donc, ce qui fait que la cancérologie est un poids extrêmement important, à la fois en termes de soins, mais également en termes de recherche. Et les relations entre le centre de lutte contre le cancer et le CHU de Besançon, en termes de soins et de recherche, sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Nous avons, comme tout le monde, nous définissons une politique. Cette politique, il faut mettre en place une stratégie pour la développer, et puis on verra aussi qu'il faut des moyens pour y arriver. Et la première des choses, c'était au sein de l'établissement de savoir quelle était la place de la recherche au sein de ce progrès médical et de soins. La recherche, elle est essentielle, puisque c'est un des 5 axes de notre projet médical et de soins qui est en cours jusqu'en 2020, poursuivre la dynamique de recherche et d'innovation. Il se trouve que ça fait maintenant une dizaine d'années que je pilote la politique de la recherche et la stratégie de la recherche au CHU, et j'ai vu les évolutions très importantes qui ont eu lieu sur ces 10 dernières années. J'y reviendrai un petit peu. Donc nous avons eu, pour définir une politique et une réflexion stratégique, nous avons fait ce que font les anglo-saxons souvent, un SWOT. Nous avons essayé de voir quelles étaient nos forces, quelles étaient nos faiblesses, quelles étaient les opportunités qu'on avait et quels étaient nos risques. Alors on va dire que Régis est tout à la fois une force et une opportunité. Et donc on a un écosystème qui est à la fois académique, qui a beaucoup évolué, on va y revenir, qui est économique, qui est industriel. Vous savez que la Franche-Comté, le territoire franc-comtois, est un territoire très très industrialisé. Et puis, on avait également un pôle de compétitivité des microtechniques, qui est maintenant ancien, et des partenariats très puissants avec l'établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il est créé depuis des années en Bourgogne-Franche-Comté. Cette réflexion a débuté en 2009. Elle s'est accompagnée également d'une charte
qui liait les CHU de Dijon et de Besançon. Elle a été fortement renforcée lors de la réflexion qu'on a conduite avec les collègues sur l'axe recherche dans le projet médical et de soins. Et elle est confortée, cette politique, par les 3 axes qui sont portés par le projet ISIT, qui est porté par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et qui est, de mon point de vue, quelque chose de majeur pour la suite. J'ai mis l'UBFC au centre, et puis vous voyez, j'ai mis l'espace éthique, parce que je pense que c'est une chance d'avoir un espace éthique dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, et je souligne à quel point Régis est à la fois novateur et charismatique, puisqu'il a fait la région Bourgogne-Franche-Comté avant tout le monde, et probablement avec plus de facilité que parfois pour nous. L'environnement économique, très important. Ce qui est important aussi, c'est le réseau thématique French Tech. Par exemple, on va faire le premier Hacking Health sur l'innovation en santé mi-octobre à Besançon, dans les locaux de la nouvelle Maison des sciences humaines et de l'homme et de l'environnement, la MSHE, et ça va être, vu les défis qui ont été proposés, les défis sociétaux qui ont été proposés lors de ce Hacking Health, ça va être à mon avis très intéressant. Et donc, nous avons, depuis une dizaine d'années, défini 3 axes stratégiques, et l'éthique est présente de façon très forte dans chacun de ces axes, et de façon transversale, mais également spécifique. Donc, nous avons un axe biothérapie, un axe innovation techno, et un axe, alors c'était un petit compliqué, qui s'appelle, voilà Océane Charry-Godard, j'annonce la salle. Océane, tout le monde se... Vous attendiez, je vous en prie, venez, on vous a laissé une place au milieu. Je vous en prie. Et donc, il s'appelle Progrès médical et évolution sociétale, qui est vraiment sur le risque et les vulnérabilités. En 2011-2012, avec mon homologue Monique Dumas, qui est vice-président recherche au CHU Dijon, nous avons porté toutes les deux un appel à projet pour un consortium qui réunissait tous les établissements de santé, donc le CGFL, le CHU de Besançon, l'établissement français du sang et le CHU de Dijon, mais également les 2 universités. Nous étions avant l'université Bourgogne-Franche-Comté, et Avisan, vous savez, qui est l'Alliance pour les vies de la santé, qui regroupe tous les établissements publics de sciences technologies comme le CNRS, l'INSERM et l'INRA et le CE. Et nous avons lancé un appel à projet de fédération hospitalo-universitaire Bourgogne-Franche-Comté, et parmi les très beaux projets qui ont été soumis, nous avions organisé un jury international qui était présidé par Bruno Falissard. Alors peut-être que certains le connaissent. Bruno Falissard est un pédopsychiatre, qui est PU, un pédopsychiatre, mais qui est également polytechnicien et qui est un méthodologiste en recherche qualitative. Et 2 FHU ont été labellisés, la FHU Crise, qui est un barycentre plutôt byzantin, et la FHU Translad, qui est un barycentre plutôt dijonnais. Et l'axe éthique interagit avec l'ensemble des 3 axes et les 2 FHU, et c'est une chance pour nous. Alors le thème éthique, vous savez, même si on essaye de se dire qu'il faut que les structures soient plus fortes que les hommes et les femmes, néanmoins il y a des moments où il y a des hommes et des femmes qui vont entraîner et qui vont être extrêmement mobilisateurs, et Régis en est un. Et donc le thème éthique qui est porté par Régis Aubry, par le professeur Aubry, est un thème transversal, mais en même temps, pour lui donner le maximum à la fois de soutien mais de lisibilité, c'est un axe qui est totalement intégré au centre d'investigation clinique de Besançon, qui est le centre d'investigation clinique 1435, et qui a un axe IT, un axe innovation techno, dans lequel l'éthique est un des thèmes forts de cet axe. Il est intriqué avec l'ensemble de nos 3 axes stratégiques,
Il est en soutien de la réflexion éthique et débat public de la FHU Translab, qui est coordonnée par le professeur Laurence-Olivier Febvre, je pense qu'il est très connu dans la région de Bourgogne, et bien évidemment en interagissant avec l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui est animé par Régis et qui a été créé par lui. Donc il est soutenu par nous, par le CHU, par le CIC et par les plateformes que nous mettons au CHU à disposition de la recherche, dont la plateforme Imagerie qui est fondamentale pour toutes les thématiques sur l'analyse de la conscience. Et sur cette diapo, mais ça a déjà été dit tout à l'heure par Armand, puis ça vous êtes représenté toute la journée, je vous ai mis les 5 axes dans lesquels se développe la réflexion éthique. Les modalités de prise de décision en situation complexe, la souffrance en situation extrême, la demande de suicide assisté ou euthanasie, donc tout ce qui est autour de DESA, épidésa, eurodésa, la pertinence des traitements en phase avancée de maladie et l'évaluation de la conscience. Et autour de ces 5 axes qui sont développés dans le thème éthique par Régis Aubry, Régis a su mettre en place une équipe qui est maintenant d'au moins une dizaine de personnes, c'est ça? Oui. Même un peu plus maintenant, puisque Régis a réussi à obtenir des fonds supplémentaires pour venir renforcer cette équipe. Une douzaine, j'avais compté, une quinzaine maintenant. Vous voyez, c'est une équipe qui a quasiment la taille de l'équipe de Serge à Montréal. Hein? Donc vous voyez la dimension que petit à petit cette équipe a prise. Au début, il y avait Régis, et puis très vite Élodie, et Élodie Cretin, et bien évidemment, ça s'est développé. Donc nous avons une gouvernance au CHU de Besançon, c'est important une gouvernance de la recherche, très resserrée pour essayer d'être très cohérent et d'apporter le maximum de soutien à toutes les thématiques de recherche, dont notre fleuron en éthique. Et puis j'ai parlé des moyens, parce que les moyens c'est important. Et donc nous avons, et ça me permet de remercier Océane Charles-Godard pour la région, nous avons la région Franche-Comté puis la région Bourgogne-Franche-Comté, soutient la recherche des universités, mais également de ces établissements de santé. Et c'est pour nous quelque chose d'important, c'est quelque chose que pour le CHU de Besançon a été mis en place plus tardivement qu'au CHU de Dijon, mais qui nous a énormément aidés. Et récemment, la région a conforté, on espère que pour 2018 ça sera la même chose, a conforté son soutien à notre recherche. Et alors comment on fait? C'est-à-dire qu'on a un appel d'offres qui au total développe environ 1 million d'euros. Donc pour un CHU comme Besançon, c'est une somme énorme. Hein. Et il faut remercier aussi la vision de la présidente du directoire, qui est la directrice générale, Chantal Carroger, qui a maintenu ce qui avait été développé et qui l'a même renforcé en augmentant les financements dont dispose la recherche. Et dans un temps où vous savez bien que nous sommes souvent en déficit, que ce soit nos universités ou nos CHU, arriver à sanctuariser les financements de la recherche, c'est vraiment essentiel. Enfin, je me permets d'insister parce que c'est vraiment très très important. Et donc, nous avons une partie émergence qui est soutenue par une dotation de la région. Nous avons un appel à projet pour chacun des axes et nous avons augmenté. Je suis quand même, quand je suis arrivée, le budget de la recherche des appels à projets était de 70 000 euros. Donc vous voyez, entre 70 000 euros et 1 million d'euros, je peux vous dire que le jour où je vais partir, ce qui arrivera, je serai contente de ce bilan-là et du soutien qui aura été apporté à la recherche. Et donc nous avons des projets qui sont financés à hauteur de 60 000 euros pour les axes, mais en fait c'est 60 000 euros plus une dotation de la DRCI, donc ça peut aller jusqu'à 120 000 euros par projet. Et un axe spécifique à la FHU Grise que nous soutenons par ailleurs. Et puis nous soutenons aussi des fonctions de support qui sont importantes, dans le pôle pharmacie, la pharmacie à usage intérieur, qui est essentielle pour le développement de la recherche sur les produits de santé, et puis le pôle biologie, anatomopathologie. Au total, c'est donc 1 million d'euros que nous mettons à disposition des collègues. Donc nous avons, j'avais les chiffres de 2000, je vais vous donner les chiffres de 2016. Donc nous avons, en 2016, nous avions plus de 1130
projets en cours. 1130 pour un CHU comme Besançon. Ce qui nous place en fait sur l'ensemble des CHU bien au-dessus de la taille, si on prenait les ressources financières qui sont allouées au CHU. Nous avons plus de 200 études promues au CHU de Besançon. Pour vous donner une idée, c'est quasiment autant que le CHU de Strasbourg. Et ceci, et bien évidemment, quand je suis arrivée, il y en avait moins de 20, donc 20 à 200, on a multiplié par 10 en 8-9 ans. Et nous avons 120 personnes, dont la quinzaine de personnes qui œuvrent autour de Régis Aubry, qui œuvrent à la recherche au CHU. Et puis nous avons une communication que j'ai développée qui est très dynamique, avec énormément un site web qui a été remis au bout du jour, avec des actualités auxquelles vous pouvez vous abonner, les actualités sur la recherche. Tapez recherche CHU de Besançon, vous tombez directement sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez par exemple le projet PARM sur la fin de vie en milieu carcéral. Voilà, vous aurez également des informations sur tous les projets et les projets en éthique également. L'idée derrière étant en fait de faire du fundraising, parce que l'argent est le nerf de la guerre et cette levée de fonds est très importante. Donc au total, on a une politique qui emmène un cercle vertueux pour la recherche, avec un dynamisme des équipes, un tremplin qui est apporté par nos appels à projets internes qui nous permettent ensuite d'avoir les phases, les études de faisabilité qui permettent ensuite d'aller sur des projets très très ambitieux au niveau régional, national et européen. Une volonté de professionnalisation, nous sommes tous dans cette même recherche de certification selon la norme ISO 9001 version 2015. Une atmosphère propice qui est exigeante mais qui est extrêmement bienveillante. J'appuie beaucoup sur cette bienveillance. C'est vraiment cette atmosphère-là, moi je venais de Paris, de la PHP, c'est vraiment ce que j'ai trouvé au CHU de Besançon. Une capacité à inverser les paradigmes et à transformer nos risques en opportunités et en points forts. Je vous remercie de votre attention. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci pour cette invitation qui me permet, puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, de remercier Régis Aubry tout particulièrement et de lui rendre hommage pour son action au sein de l'espace éthique. Je trouve effectivement que c'est quelqu'un qui a su impulser, avec à l'époque le professeur Pierre Fitzenmeyer, qui nous a quitté beaucoup trop tôt malheureusement, une réflexion et une démarche pratique dans un champ qui est tout à fait fondamental et qui, on le voit, donne des résultats pour l'ensemble de notre région aujourd'hui. C'est toujours un plaisir que de venir dans le cadre de l'espace éthique. Alors, je vais parler en tant que vice-président de l'université et en tant que chercheur dans le domaine de l'éthique. Donc, je vous présenterai des choses qui sont associées soit à l'un, soit à l'autre. Alors, je me suis intéressé à cette notion de soins individualisés et intégrés qui, vous le verrez, se retrouve dans les grands projets financés aujourd'hui par la commune UBFC, puisque le soin individualisé, comme son nom l'indique, essaye de lutter contre une trop grande uniformisation du soin et aussi de redonner aux personnes concernées la possibilité de s'exprimer. La possibilité de s'exprimer en tant que sujet et donc de participer à la réflexion qui va engager parfois des décisions extrêmement importantes concernant leur propre vie. On verra des exemples tout à l'heure. Je me suis intéressé aussi à la notion d'intégration, de médecine intégrative, puisque celle-ci, aujourd'hui, de façon contemporaine, vient ajouter à des modes thérapeutiques qui nous sont bien connus, qu'on pourrait dire traditionnels, des thérapies complémentaires, j'insiste bien sur l'aspect complémentaire, on n'est pas sur du parallélisme, mais de la complémentarité entre des vides et des pleins, qui font que désormais on trouve des moyens, comme ici d'ailleurs au centre Georges-François Leclerc, cela a été mis en place, l'acupuncture, la sophrologie ou l'hypnose, pour lutter contre les effets secondaires du traitement du cancer. Alors je prends ces exemples notamment parce que l'hypnose a fait
l'objet de travaux poussés dans le domaine de la lutte contre la douleur dans un de nos laboratoires ici à l'Université de Bourgogne, et a pu montrer à travers de très nombreuses publications internationales que grâce aux ressources que l'on pouvait mobiliser par cet intermédiaire chez le patient, on avait la possibilité de lutter contre un certain nombre de difficultés, y compris de pratiquer évidemment des anesthésies sous hypnose. C'est intéressant parce que les collègues médecins avec lesquels je travaillais il y a une quinzaine d'années ne voulaient guère entendre parler de tous ces aspects et aujourd'hui sont très intéressés par cette démarche. Donc là, il y a une évolution qui est à la fois sociétale, pourrait-on dire, mais aussi dans la perspective même des études qui sont menées dans le champ du soin. Et là, je voulais vous parler de la psychologie de la santé. Eh bien, la psychologie de la santé utilise cette approche intégrative puisqu'elle tient compte des facteurs biologiques. Là aussi, c'est nouveau pour les psychologues qui, il y a encore une vingtaine d'années, ne tenaient pas compte justement des aspects biologiques et réduisaient les difficultés à des interprétations psychologiques. Bien là, on a des interactions entre facteurs biopsychosociaux. Et ceci a été reconnu, vous voyez, dans un des axes des projets ICIT structurants pour la Bourgogne-Franche-Comté, vous l'avez cité tout à l'heure, concernant la santé et les soins individualisés intégrés. Alors, je vais vous montrer un exemple de projet en psychologie de la santé qui s'est appuyé justement sur les financements ici de Bourgogne-Franche-Comté avec le laboratoire PsyDREPI que je viens de citer. Il s'agit du programme de recherche Relations. Alors peut-être que le logo vous donne déjà une idée de la nature de la relation qu'on envisage, puisque vous voyez un soignant et un patient, comme les deux faces d'une carte à jouer. Et effectivement, son objet, c'est de mettre en évidence la perception de la relation soignant-soigné dans le contexte de soins, de montrer quel est son impact sur l'éducation à la santé des patients. Et l'intérêt, évidemment, ce sont les facteurs qui impactent positivement la relation soignant-soigné. Donc il y aura un très grand nombre d'entretiens, à la fois entretiens en face à face, entretien classique en psychologie, et puis réponse à des questionnaires de la part de centaines de personnes. Donc on a bien une dimension à la fois quantitative et qualitative dans ce domaine, qui vont porter, vous voyez, du côté des soignants sur les aspects qualité de vie au travail, conditions de travail, motivation au travail, ajustement relationnel, sentiment d'auto-efficacité, puisqu'évidemment la santé des soignants joue sur la relation vis-à-vis des personnes qui sont prises en soin. Et il est souvent difficile pour les soignants de parler de leur propre santé. Je me souviens d'un congrès où on avait parlé de la thématique « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres », et où tous les soignants qui intervenaient ne parlaient que du soin aux autres, parce que prendre soin de soi était quelque chose d'extrêmement difficile à aborder, en tout cas devant des collègues. Donc ici, s'intéresser à la qualité de vie au travail fait véritablement partie de cette question de la relation aux patients. Et puis du côté des patients, bien, vous le voyez, des questions concernant la qualité de vie, l'ajustement relationnel, le sentiment d'auto-efficacité. Est-ce que j'ai un rôle dans le soin qui m'est apporté? Le sentiment de confiance ou l'inquiétude face à la maladie. Donc il s'agit d'un projet d'ampleur qui est financé avec l'aide des investissements d'avenir, donc le programme ICIT, et qui se fait en partenariat avec le Centre d'investigation clinique. Donc on est bien ici sur un projet qui intègre la dimension psychologique et la dimension médicale et qui fait se rejoindre le travail d'un laboratoire de psychologie et le travail du CHU. Voilà un autre exemple dans le même domaine, avec le même laboratoire de psychologie. Essayer de réfléchir à la manière dont les décisions sont prises dans le cadre de patients en situation de cancer du côlon ou du poumon métastatique non résécable. Donc on est dans une situation très grave et on essaie de mettre en évidence la manière dont les systèmes de représentation propres aux patients, propres aux soignants, peuvent interférer avec d'autres indicateurs, les indicateurs objectifs dont on parlait en introduction tout à l'heure, pour que la décision puisse être véritablement une décision partagée, parce qu'on est souvent dans des modes de représentation qui sont complètement distincts l'un de l'autre,
Et l'idée, comme dans le programme précédent, c'est d'arriver à permettre à ces modes de représentation de se rapprocher, si ce n'est de coïncider. Voilà, donc mêmes interlocuteurs ici. Là aussi, une recherche qui est financée à l'échelle de l'université, avec le concours de l'INSERM cette fois. Et puis un troisième programme de recherche qui, lui aussi, essaye de s'intéresser à la notion de qualité de vie, si fondamentale en éthique, mais cette fois dans le cadre du travail sur la prévention d'un incident cardiovasculaire. Et vous retrouvez les déterminants psychosociaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont permettre de mieux réfléchir aux moyens de prévention pour des gens qui ont un travail particulièrement stressant. Là aussi, avec des médecins et des psychologues qui travaillent de concert sur ces enjeux de santé que sont la prévention du stress au travail, prévention de l'anxiété, qui évidemment peuvent conduire à des difficultés très importantes, des difficultés de santé que nous connaissons malheureusement bien. Et puis je vous présente quelques aspects touchant ma propre activité et le laboratoire dans lequel je travaille. Il s'agit du centre Georges Chevrier, qui est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Bourgogne. Nous nous intéressons dans l'axe que je co-dirige à la question d'éthique et de la vulnérabilité. Et j'insiste beaucoup sur le fait que la vulnérabilité, c'est en fait un processus. On parle de personnes vulnérables comme si c'était un état, mais en réalité, bien souvent, on s'aperçoit que à partir du moment où vous êtes mis à l'écart, parce que votre moyen de communiquer est moins bon, soit que vous n'entendez plus, soit que vous n'arrivez plus à articuler, soit que vous n'avez plus du tout l'appétence pour communiquer, eh bien, il est beaucoup plus difficile d'entrer en lien avec les autres. La participation sociale est touchée. Et donc, les risques psychosociaux dont on parlait viennent s'ajouter aux atteintes organiques. Par exemple, les atteintes liées au handicap, à la maladie grave ou aux effets du vieillissement. Et quand je parle ici du handicap, en fait, je suis encore dans une vision qui rattacherait le handicap à l'atteinte organique, ce qui est en réalité une erreur, parce que le handicap désigne une situation de handicap, une situation sociale, une situation qui n'est pas directement liée à l'importance de l'atteinte organique. S'il y a des éléments que nous avons retenus en travaillant sur ces questions, c'est bien précisément qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'importance d'une atteinte organique et l'importance du handicap psychosocial. Bien sûr qu'il y a un rapport, évidemment. Nier tout rapport serait absurde aussi. Mais il n'y a pas de rapport direct, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont des atteintes physiques majeures et dont la qualité de vie est paradoxalement plutôt bonne, voire supérieure à la moyenne. Il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été menées à propos du locked-in syndrome sur cette question, et qui interrogent beaucoup notre représentation de la maladie, qui montrent notamment que c'est quand on perd sa relation aux autres, quand on perd ce lien dont parlait Serge Dano tout à l'heure, qu'on est le plus en difficulté et qu'on déclare une qualité de vie dégradée, alors même que l'état du corps, lui, on ne peut plus atteindre. Donc j'ai fait plusieurs travaux sur le handicap physique, notamment l'infirmité motrice cérébrale, la paralysie cérébrale, financée à l'époque par la région Bourgogne, et puis un livre coécrit avec un ami qui est atteint d'un handicap physique très important, une amyotrophie spinale infantile, qu'il a rendu paralysé depuis 40 ans. Et ces échanges nous ont montré à quel point justement il n'y avait pas de lien direct entre ce que nous pouvons projeter sur le corps d'autrui et puis le ressenti intérieur. Méfions-nous de notre projection d'individu ordinaire. Nous avons aussi un projet actuellement avec la FHU Translab, dont Madame Voronov parlait tout à l'heure, qui traitera d'une recherche sur le névus géant congénital. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une forme de nappe qui ressemble à un grain de beauté géant, une nappe de peau qui est donc très visible, qui peut parfois tenir sur 80% de la surface corporelle et qui peut toucher le visage, les mains, si bien qu'il ne s'agit pas ici d'un handicap au sens fonctionnel du terme, mais d'un handicap social, si on accepte les risques
de cancer des méninges qui peuvent être associés. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de troubles organiques. Mais il y a cependant chez les patients de très grandes difficultés à accepter cette apparence, et même lorsque le névus n'est pas visible, quand il peut être caché par les vêtements. Ça, c'est plus curieux, on s'attendrait intuitivement à ce que ça ne soit pas le cas. Bien, en fait, l'idée que vous pouvez éventuellement être découvert, dans le sens du terme, ça peut devenir visible, c'est quelque chose qui pose des problèmes psychosociaux très importants. Il y a des moments dans la vie privée, bien sûr, mais dans la vie professionnelle aussi, dans les vestiaires, dans les salles de sport, où ça devient visible. Et la crainte de cette visibilité est en fait un handicap psychosocial non négligeable. Donc voilà, ça fait partie des projets qu'on aimerait bien pouvoir mener. On a de bonnes chances d'y arriver. Et pour qu'on puisse montrer tout ceci, il est important que les études puissent se faire par et pour les personnes concernées. J'insiste bien sur le par, parce que la participation des personnes touchées me semble être tout à fait indispensable. Ça n'exclut pas, bien sûr, les approches plus quantitatives. Nous avons une collègue qui travaille en démographie sur ces sujets, mais on peut très bien travailler d'un côté sur les aspects démographiques et de l'autre sur les aspects vraiment quantitatifs. Alors évidemment, ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes de méthode. Par exemple, si vous travaillez par et pour des personnes en situation de handicap avec une atteinte intellectuelle, comment faites-vous pour rendre les questions que vous allez poser adaptées? Ça, c'est un gros travail en fait d'arriver à s'exprimer en facile à lire et à comprendre. Je l'ai fait il n'y a encore pas longtemps à un colloque à Genève récemment où il y avait dans l'assistance des personnes ayant un handicap intellectuel. Il fallait arriver à rendre le propos compréhensible par tout le monde pour que tout le monde puisse en participer à la réflexion. Plus difficile encore, des personnes polyhandicapées, donc ayant à la fois des handicaps physiques et intellectuels de naissance très importants, ou des personnes ayant une démence avancée, par exemple des personnes ayant la maladie d'Alzheimer dans des stades avancés. Cette fois-là, c'est aux chercheurs de trouver un mode de communication qui soit adapté. Nous ne pouvons pas nous en remettre à nos modes de communication standards. Nous devons faire des hypothèses. Moins les gens ont de capacité d'expression, plus nous devons formuler des hypothèses pour essayer d'interpréter ce qui peut être pas forcément dit, mais exprimé. Ou encore, travailler avec des personnes sourdes ou aveugles suppose que l'on tienne compte de leur propre expérience du monde, en ajoutant, certes, des éléments assexis. On peut travailler, comme nous le faisons, sur des systèmes de remédiation numérique, par exemple, mais attention à ne pas vouloir se substituer à une expérience déjà existante. Parce que si on se substitue à cette expérience, on laisse de côté ce que peuvent apporter les personnes concernées. Combien de temps ? 5 minutes, très bien. Alors je montre un exemple concernant une recherche actuelle avec les personnes aveugles. C'est un programme de recherche intitulé TETMOS sur... TETMOS, c'est toucher et être touché, hein, c'est le TET. C'est un programme qui crée des équivalences tactiles, donc au moyen de dispositifs numériques, pour des personnes aveugles ou très malvoyantes. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant sur cette question qu'il fallait bien que nous soyons là pour représenter les sciences humaines et la démarche éthique, parce que nos collègues en sciences de l'ingénieur ne voyaient pas où était le problème du rendu tactile des images. Il suffisait de trouver une équivalence de ce qui était visible et de rendre sensible tactilement ce qui était visible. Alors qu'en réalité, notamment si vous travaillez avec des personnes aveugles de naissance, si vous faites un simple décalque en relief de ce que des personnes qui voient repèrent, vous laissez complètement de côté toute leur expérience du monde, toute leur expérience tactile qu'ils ont construite progressivement. Et de ce fait, même si vous avez de très bonnes intentions, vous pouvez passer à côté justement de ce bienfait à apporter à autrui que cherche la dimension éthique. Alors, je vous montre un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire justement. Donc là, on a été financé, vous voyez, par la mission interdisciplinarité du CNRS, justement parce qu'il fallait qu'il y ait cette interaction entre sciences de l'ingénieur et puis sciences humaines et sociales, ou on peut dire études dans le champ éthique. Alors voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est un décalque d'un dessin
qui serait une sorte de repérage par l'intermédiaire de repères tactiles de ce que nous avons l'habitude de voir représenté à plat en 2 dimensions. Ça, c'est très intéressant pour des gens qui voient, qui ont un peu de relief en plus, éventuellement pour des gens qui ont perdu la vue, mais c'est absolument illisible pour des personnes qui sont aveugles de naissance ou qui ont perdu la vue depuis très longtemps. Il y a beaucoup trop de détails, et surtout, c'est une représentation en 2 dimensions telle que nous la connaissons, mais qui ne ressemble pas du tout à un objet réel. Ici, de même, hein, le verre que vous voyez ici, il n'a plus le côté sphérique d'un verre qui, tactilement, peut être reconnu. S'il est simplement un décalque d'un verre en projection sur une feuille en 2 dimensions, vous voyez bien que ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui est aveugle de naissance. Et vous pouvez mettre autant de relief que vous voulez, ça ne conserve aucun sens. Et je vous le dis parce qu'on a travaillé avec des personnes aveugles de naissance sur ces questions. Voilà, donc ne pas créer un simple décalque d'une image visuelle en relief, car la forme compte peu. Alors, ça doit être la forme compte moins que l'exploration séquentielle des contours. Le verre vu de face n'a aucun sens, c'est ce que je vous disais. Et on voit ici l'importance de cette expérience du monde. Si pour un enfant, par exemple, aveugle, vous mettez une chaussette sur un dessin, même si vous faites du relief et que vous mettez une vraie chaussette que vous collez, cette chaussette-là, qui garde sa forme que nous connaissons visuellement, n'a aucun intérêt par rapport à celle dans laquelle on peut mettre la main, avec laquelle on peut jouer, dans laquelle on peut mettre son pied, qui est vraiment un repère tactile. Vous voyez à quel point il peut y avoir une distance entre ce qui nous paraît simple et facile d'usage, et puis ce qui est en réalité utilisable par des personnes aveugles de naissance. Voilà. Le dernier exemple dans ce champ, vous voyez ici une transposition d'un dracard, là c'est dans le cadre d'un livre scolaire. Donc celui-ci est plutôt bien représenté puisque on le voit de côté à plat, on peut se faire une idée, mais celui qui est en bas est une très grosse erreur parce qu'il utilise la perspective. Et donc on a l'impression que la voile est plus grande d'un côté et plus petite de l'autre, tactilement, c'est ce que vous sentirez. On a l'impression qu'il a une forme un peu asymétrique, et ça vous met en difficulté lorsque vous êtes dans une exploration séquentielle des détails, alors que nous avons l'habitude d'une perception synthétique visuelle qui va en plus rajouter du volume par la perspective. Voilà, je prenais cet exemple parce qu'il me paraissait tout à fait révélateur des difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on essaye d'apporter un bienfait à autrui, sans tenir compte justement des prérequis en partant de ce que nous imaginons être un bienfait. Et pour conclure, j'insisterai sur la diffusion du savoir scientifique, puisque il y a une importance éthique dans la diffusion du savoir, afin que le plus grand nombre de personnes puissent se réapproprier les résultats de la recherche. C'est ce que tu disais, Armand, en introduction. Il y a des enjeux de santé publique. Il est tout à fait indispensable que les personnes pour lesquelles et avec lesquelles on a construit une recherche puissent avoir accès aux résultats. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui les programmes financés par l'Europe, par l'Agence nationale de la recherche, incluent cet aspect dès le début d'un projet, dès la soumission du projet. Avec cette distinction importante entre ce qui est une information sur la recherche et ce qui est une promotion de la recherche. Et souvent, c'est un peu le problème qu'on rencontre dans ce champ, c'est que les chercheurs ont l'habitude de faire la promotion de leurs travaux. Or ici, l'idée, c'est de montrer quelles ont été les difficultés, les obstacles, la méthode, la démarche, de façon à permettre une véritable réflexion sur ce qui a été fait. L'information sur la recherche laisse toujours la place à la réflexion critique et au débat public, tel que l'espace éthique le propose, sur les grands enjeux sanitaires et sociaux. Voilà pourquoi il est essentiel de renseigner les participants, bien sûr, ceux qui l'ont aidé, mais aussi le grand public, notamment lorsqu'il existe un enjeu de prévention et de santé publique. Et je dois dire que tant à l'Université de Bourgogne qu'à l'Université de Franche-Comté, nous nous appliquons beaucoup à développer cette dimension d'information avec des programmes
comme la Nuit des chercheurs, l'Expérimentarium ou autres, et nous travaillons vraiment de concert entre les deux universités pour que les résultats de la recherche soient accessibles. Et là encore, la région Bourgogne-Franche-Comté, nous aide beaucoup dans cette démarche de diffusion du savoir qui me paraît, pour les raisons dont je vous ai parlé, tout à fait essentielle. Merci beaucoup. Donc je suis Océane Charles-Godard, vice-présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Par ailleurs, psychologue du travail, donc j'avoue que la thématique de l'éthique m'a touchée et me parle, si je puis dire. Alors je ne vous parlerai pas de l'éthique en politique, même si c'est tentant. On pourrait avoir un brin de cynisme parfois, d'humour aussi, mais je crois qu'il y en a quand même, l'éthique en politique, je l'espère. En tout cas, je vois du lien aussi par rapport à la relation à l'autre, et ce dont vous avez parlé là, chacun dans vos interventions. On sent ce souci de l'autre, et c'est aussi ce que nous on essaie de faire, en tout cas moi dans mon engagement, d'avoir le souci aussi de la parole donnée, faire attention à l'autre aussi en tant que femme, en tant qu'homme, par rapport à un vécu aussi. Et ça, c'est ce qui anime en tout cas notre engagement, et puis la façon dont on communique aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Peut-être vous dire un mot sur la politique recherche du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, même si ça vient d'être fait très justement à travers des exemples dans l'intervention de Macha et puis de Pierre ensuite. Mais la politique recherche du Conseil régional, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 20 millions d'euros par an sur un budget total pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de 35 millions d'euros. Donc on fait partie des régions pour lesquelles il y a une véritable volonté manifestée à travers un budget conséquent et puis à travers différentes interventions dont je vais essayer de vous parler assez rapidement. Côté Franche-Comté, effectivement, depuis 2011, 2 appels à projets dédiés aux recherches cliniques émergentes sont lancés chaque année. Alors l'un au sein du cancéropôle du Grand Est, relevant de ces domaines de recherche, s'adressant à des projets interrégionaux portés par au moins 2 régions, et puis l'autre par le CHRU. Alors ce dernier vise à encourager des projets émergents dans leur phase pilote ou de faisabilité, et il a permis la mise en œuvre de 24 projets au cours des 4 dernières années pour une aide régionale, pour donner une idée, une aide régionale totale de 600 000 euros. Alors en 2016, 6 projets ont été retenus par le CHRU après expertise externe et examen par une commission de sélection pour un montant d'aide de 150 000 euros. Et puis en 2017, il nous est proposé aux élus de soutenir 8 projets. Je dis il est proposé parce que ça va passer là en commission permanente ce vendredi. Donc c'est pas encore voté, mais je n'ai pas d'inquiétude. Et l'idée et le projet, en tout cas le vote sera de soutenir 8 projets pour un montant total d'aide de 200 000 euros. Alors côté ex-Bourgogne, là il y a le projet transversal soutien et organisation de la recherche clinique, projet transversal SORC, qui consiste en une aide organisationnelle et plus méthodologique. Et ce programme, il est découpé en 3 volets. Alors il y a un appel d'offres interne CHU-CGFL qui permet à des jeunes cliniciens de mener pour la première fois un projet de recherche. Ça équivaut à 75 000 euros par an pour 6 projets. Le deuxième volet, celui d'une recherche, concerne la recherche clinique déclinée dans les différents projets intégrés de ce qu'on appelle le plan d'action régional pour l'innovation. Et le troisième volet concerne 2 projets de recherche clinique soutenus en dehors des projets de ce plan d'action, dans les domaines plutôt du cardio-métabolisme et de l'épidémiologie. Alors, il y a ce volet recherche, et puis il y a la recherche clinique, et la recherche universitaire, pour laquelle la région aussi est investie à travers les différents programmes d'investissement d'avenir dont on a parlé tout à l'heure. Je pense à ICIT également. Et puis des exemples aussi, parce que effectivement, même si la région n'intervient pas directement
sur la question de l'éthique. Elle intervient bien sûr dans le soutien, comme je l'ai exposé, dans la recherche clinique, mais en soutenant aussi des thèses. Et je pense en particulier à Aurélie Chopard qui a été soutenue par la région. Elle intervient cet après-midi, me semble-t-il, sur la thématique de l'euthanasie en France et en Suisse. Donc ça peut, voilà, c'est un exemple aussi de là où intervient la région, en tout cas sur des types de projets et le soutien à des thèses. Alors il y a d'autres projets, mais vous en avez parlé, le projet Translab, j'y reviens pas, vous en avez parlé. La région a soutenu également pour 87 000 € un projet porté par le CHU de Besançon concernant des travaux de synthèse multicomposants et éco-compatibles de molécules multicibles anti-Alzheimer. C'est très... Sacha, c'est toi qui... effectivement, comme il vous a été exposé tout à l'heure, je crois que c'est la question de l'éthique aussi, c'est aussi permettre aux citoyens de s'approprier tout ce que la région soutient notamment, mais tout ce qui se fait aussi sur le territoire. Parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il se faisait énormément de choses, notamment en matière de recherche, au regard bien sûr de ce que le conseil régional peut soutenir, mais bien évidemment, et c'est là où c'est important de le faire savoir, à travers toute l'action des acteurs, on va dire, des chercheurs sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, et à travers la nuit des chercheurs, à travers aussi... il y a eu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, me semble-t-il, pour la première fois organisée par le Cancéropôle Grand Est et puis le conseil régional, une soirée sur le cancer, la prévention, avec différents ateliers, peut-être certains d'entre vous y avaient assisté, mais de manière à vraiment rendre accessible aussi au public les différents travaux, parce que ça peut être dans le cadre de la prévention, mais aussi pour faire savoir tout ce qu'il se fait. Alors là aussi, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pas totalement, je crois. La région, elle intervient aussi dans la formation des infirmiers, aussi des infirmières, à travers une aide aux IFSI. Et c'est vrai que il y a vraiment une attention qui est donnée à travers aussi l'aide des IRTES, via une aide aux travailleurs sociaux aussi. Donc voilà, il y a tout un aspect aussi qui est fait par la région pour accompagner les formations de celles et ceux qui accompagnent les personnes qui en ont besoin. Et puis, pour terminer, je voudrais dire aussi toute la volonté et l'attention qui est donnée aux projets pluridisciplinaires. Vous en avez très bien parlé tout à l'heure, puisque là aussi il y a un enjeu, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous les projets pour lesquels les sciences dites plus dures sont adossées aussi aux sciences humaines et sociales, et à travers ICIT, à travers d'autres projets aussi soutenus par la région, nous sommes particulièrement attentifs à cela. Et puis pour terminer, je voudrais vous partager avec vous une citation que j'entendais l'autre jour. Justement, c'était au sujet de plutôt les politiques et l'action qu'ils pouvaient avoir, et les collectivités en particulier. Et il y avait une citation de Saint-Exupéry qui disait les collectivités sont en quelque sorte... Saint-Exupéry disait « Un leader est un importateur d'angoisse, un exportateur d'énergie ». Et il y avait un parallèle qui était fait avec les collectivités qui sont souvent qui importent beaucoup les angoisses, mais qui essaient d'exporter de l'énergie. Et je me disais que voilà, c'était aussi le rôle finalement des soignants pour importer aussi toute l'angoisse, les difficultés, mais c'est aussi le rôle d'exporter de l'énergie, la bienveillance et l'attention auprès des personnes qui en ont besoin. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle matinée d'échange, une belle journée sur une thématique qui est ô combien importante. Merci.